C'est pour la 3e année consécutive que cette boutique éphémère est ouverte dans la galerie du Carré Louvain. La cellule commerciale vide a été mise à disposition par la mairie de Sarreguemines à l'occasion du marché de Noël aux associations Confluence et les Amis des musées et des arts. La boutique éphémère sera ouverte jusqu'au 24 décembre. Alors le principe de cette boutique éphémère, c'est de montrer nos productions, nos publications à des personnes qui ne viennent pas aux archives. Et ça nous permet de rencontrer des gens quasiment inconnus. Nous avons 23 publications à montrer. De très nombreux objets issus des collections des 2 associations sont exposés ou à vendre dans cette boutique. Les livres que vous voyez appartiennent aux 2 associations qui les ont fabriqués, qui ont financé leur impression. Pour ce qui est des faïences, eh bien, il y en a de 2 types. Il y en a, quand on rentre à gauche, c'est des faïences en exposition, et quand on rentre à droite, ce sont des faïences qui sont proposées à la vente. Des livres sur l'histoire des faïences de Sarreguemines sont également à vendre. Pour ces 2 associations qui ont l'habitude de travailler ensemble, le passé et l'histoire locale sont importants. L'association Confluence, c'est une association qui vise à mettre en valeur l'histoire locale et régionale. Nous œuvrons de 3 manières, avec des conférences, avec des visites sur le terrain et avec une publication. Donc cette association s'est intéressée au départ à créer le musée et ensuite à l'accompagner. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans la sensibilisation du public à toutes ces choses du passé qui restent un patrimoine vivant. Pour gérer la boutique pendant environ 1 mois, ils sont une 50aine de bénévoles. La nouvelle saison carnavalesque est officiellement lancée. L'intronisation du nouveau couple princier s'est tenue ce week-end à Sarreguemines. Une soirée spéciale durant laquelle Kevin Ier et Élodie Première ont été présentés au public sous les applaudissements de toute la société carnavalesque. Pour eux, c'est une immense fierté, celle de représenter tout au long de l'année les couleurs et l'esprit du carnaval de Sarreguemines. C'est une fierté du coup d'être prince parce que du coup on représente la ville de Sarreguemines dans plusieurs carnavals. La fameuse cavalcade aussi, du coup, qui est la plus grande, qui est la nationale. Et du coup, c'est une joie. C'est une fierté, comme tous les couples princiers le disent, mais c'est aussi un rêve. Et j'y ai grandi, donc c'est vraiment une finalité pour moi. Enfin, c'est un accomplissement. Et je pense que pour moi, personnellement, ça va me changer. Je vais peut-être plus oser parler avec les gens. Du coup, c'est vraiment une bonne chose. Cette cérémonie a également marqué la fin du règne de l'ancien couple princier qui a remis sa couronne et ses attributs à ses successeurs. Un mini-couple princier composé de Ryan Ier et Maëlys Première a lui aussi été intronisé lors de cette soirée. Une mission symbolique transmise dans la plus pure des traditions. Elle est forte parce qu'on a au club carnavalesque amis du secteur qui viennent à notre rencontre le soir-là. Et on est content parce que cette soirée lance toute la saison carnavalesque à Sarreguemines pour faire la fête tous ensemble. Le principal, c'est d'avoir un couple princier pour régner sur la ville et le carnaval tout au long de la saison carnavalesque jusqu'au mercredi décembre où normalement le prince est condamné. Devant une salle comble, l'ambiance était chaleureuse, festive et surtout impatiente, car ce couronnement marque le début d'une nouvelle période de réjouissance. Le rendez-vous est désormais donné à partir du 1er février 2026 pour lancer officiellement le carnaval de Sarreguemines. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Chaque année, les décorations de Noël sont placées de plus en plus tôt en rayon dans les magasins. Parfois, on peut se demander si acheter des décorations de Noël en septembre n'est pas un peu trop tôt. Cette tendance se vérifie-t-elle également pour le marché des sapins de Noël naturels ? Ces dernières décennies, ce vendeur de sapins naturels a vu les espèces vendues évoluer. Il a commencé sa carrière de vendeur il y a près de 40 ans. À l'époque, on vendait beaucoup d'épicéas. Bon, ça s'est perdu au vu du Northman qui est arrivé, qui a pris le dessus, quoi. C'est-à-dire, le Northman, il y a un sapin, d'où on le vend beaucoup plus tôt, parce que c'est un sapin qui tient très longtemps les épines. Puis voilà, l'épicéa perd les épines assez rapidement. L'envie de profiter le plus longtemps possible de son sapin peut aussi s'expliquer par le prix élevé des Northman.
Désormais, il installe son point de vente le week-end avant le 1er avant. Il y vend environ 300 sapins par saison. Non, il y a 30 ans, 35 ans en arrière, on commençait à la Saint-Nicolas, parce que les épines tenaient, comme je disais, tenaient beaucoup moins longtemps, Pour cette cliente, la tradition veut que la totalité de la décoration soit en place au 1er décembre, sapin compris. Il est toujours posé avant le 1er décembre chez moi. Et là, je suis même en retard. D'habitude, il est déjà mi-novembre, très souvent, si j'y arrive. Après, j'ai de l'eau en bas que je peux mettre dans le socle et il n'est pas près du poêle, ça va. Après, je dis pas, vers le 26-27, il n'y a plus rien trop dessus, mais... Le rapport d'une étude auprès de 6000 foyers de consommateurs français rapporte davantage de précision. L'étude a été réalisée par Kantar, une entreprise d'études de marché britannique, et commandée par l'interprofession horticole d'ornement et l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Sur 1044 sapins naturels, 6 sur 10 sont achetés avant le 10 décembre en 2024. Depuis 2013, la part de foyers achetant leurs sapins avant le 10 décembre est passée de 38% à 58%. Les ventes avant le 15 décembre sont passées de 61% à 76%. On peut donc dire que oui, les consommateurs achètent leurs sapins naturels de plus en plus tôt, même si cette hausse est lente. Dans le pays de Beach, la forêt est partout, elle occuperait les 2/3 de la surface. Et depuis ce début de semaine, elle a investi les locaux de l'office de tourisme du pays de Beach. Forêt, héritage et promesse de la filière bois au Beacherland, c'est l'intitulé de cette expo, conçue par les designers Nicolas Verscave et Adrien Buyot-Codabas, passé par l'ENSAD, et réalisée par Christian Collin de Beach et Vincent Frossard de Meisenthal. D'ailleurs, avant d'être présentée à Beach, cette exposition a été installée dans la vallée des Mésanges en septembre et octobre dernier. Produite par la communauté de communes du Pays de Beach et cofinancée par l'Union européenne, cette exposition a un objectif clair, mettre en avant la forêt. C'est un patrimoine que nous essayons de promouvoir un petit peu comme ça a été le cas du verre il y a quelques années. Quels sont les enjeux de la forêt en termes écologiques, paysagers, de savoir-faire ou d'emploi ? Voici des problématiques développées dans cette exposition. Elle doit rester en place à l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Beach jusqu'en mars 2026. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera beaucoup plus ensoleillée. Le ciel sera bien dégagé malgré les quelques brouillards du matin. Côté température, les minimales iront de 1 à 2 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Élois et il fera jour de 8h03 à 16h38. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Leon pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikies le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble.
Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Vitrain peut s'enorgueillir d'avoir quelques atouts naturels. C'est un village paisible de 850 habitants. Pourtant, depuis quelques jours, les villageois expriment leur révolte. L'imposant parking qui jouxte le port ressemble à un champ de mines. Et lorsque la pluie arrose le sol, déjà maintes fois réfectionné, on évolue dans un vrai bourbier. La population locale s'interroge et s'indigne. Leur désapprobation vient de s'exprimer. Un comité de défense a été constitué. Cela fait des années que le parking est dans un état relativement déplorable. Pas mal de gens dans le village le rappellent au quotidien. Et donc, devant l'inertie des responsables, nous avons décidé de nous créer en comité de défense de l'environnement sur la commune de Vitrain pour essayer d'activer un peu la solution. Une pétition a circulé. Elle a été présentée aux autorités concernées. En quelques jours, plus de 600 signatures ont été recueillies. J'ai signé la pétition parce que bon, maintenant le sol il est gelé, c'est pas tellement sale, mais quand il pleut, alors vous devriez voir, hein, c'est catastrophique. Hein. Il convient cependant de comprendre la problématique. Le terrain appartient aux voies navigables de France. Utilisé pour mener à bien une activité fluviale en pleine croissance, il est surtout devenu le parking d'un restaurant et d'une salle communale. C'est aussi le lieu qui accueille la fête patronale. Aujourd'hui, le maire convient que la situation ne peut durer. Il se dit même content de l'initiative des riverains qui réactive ainsi un dossier trop longtemps en suspens. La municipalité se dit prête à investir, mais n'envisage pas un seul instant le faire sur un terrain qui ne lui appartient pas. Les responsables des VNF se sont rendus sur place. L'occasion pour le comité de défense de remettre les 635 pétitions, dont 70% ont été récoltées à Vitrain même. La réunion de travail entre les VNF, le conseil municipal et la DDE a duré 1h30. Dans un premier temps, le rebouchage des trous sur ce terrain sera fait dans l'immédiat. Et sur l'ensemble de l'année 2000, 6, oui, il y aura donc un projet de gravillonnage avec une route ou un chemin d'accès donnant à la capitainerie. Les décisions prises semblent devenir des décisions durables et vont tout à fait dans le sens attendu par le comité de défense. Dans le cadre de la valorisation globale du canal, nous nous réjouissons de l'accord qui a pu être trouvé cet après-midi avec la municipalité de Vitrain concernant la mise à disposition d'un terrain devant servir de point d'animation central du village pour l'ensemble des usagers que je viens de décrire. En conclusion, je dirais, ben voilà, mon boulot maintenant c'est de faire. En principe, quand nous nous engageons à faire quelque chose, eh bien, nous le faisons. Le comité de défense a affirmé qu'il gardera un regard vigilant sur les travaux envisagés. Le maire s'est quant à lui engagé sur des délais. Fin 2006, la place sera propre et accueillante. On peut admettre que Roulin est d'origine germanique. Son église en est le témoin puisque celle-ci n'est pas au centre du village et se trouve en hauteur. Une caractéristique des colonisations germaniques du XIIIe siècle qui utilisaient les clochers comme tours de guet. Roulin est un très vieux village, comme en témoigne son blason. La croix, c'est la croix des chevaliers teutoniques, et la ligne brisée rouge, c'est le blason des barons de Kerpen. Les 3 points noirs que vous voyez représentent 3 cailloux qui sont les objets du martyr de Saint-Étienne, qui est le patron du village. Roulin est un village qui a été détruit par la guerre de 39-45 à 80%. Dernier vestige du vieux village, cette maison que la commune réhabilite en musée. Alors nous sommes ici dans la maison la plus vieille de Roulin. Il y en avait certainement beaucoup d'autres qui étaient aussi vieilles que celle-là, mais toutes ont disparu dans les années 45. Et là, on peut voir tout de suite dans ce couloir déjà le plafond et les murs qui sont en colombage et en torchis, une manière de construire qui remonte quand même au Moyen-Âge.
On a déjà récupéré beaucoup d'objets qui devront meubler le musée. Et au fur et à mesure des crédits, on va l'aménager à l'intérieur. Le réseau Éducation sans frontières a appelé à manifester contre une circulaire mise en place par Nicolas Sarkozy le 31 octobre 2005. Elle concernerait 120 jeunes étrangers de notre secteur. Une circulaire qui dit que tous les enfants scolarisés ont le droit de rester sur le territoire français jusqu'à la fin juin, mais après. Donc c'est quelque chose de terrible, c'est une épée de Damoclès sur la tête des enfants qu'on ne peut pas tolérer. On essaye comme en toute période de crise, on essaye de trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ce sont les étrangers, et puis les suivants, ce seront peut-être les invalides, et puis ce seront peut-être les jeunes ou les vieux. Donc c'est des mesures qui sont inadaptées, qui sont inhumaines de toute façon. Hier, la délégation emmenée par Nicole Musselet rencontre le sous-préfet à Sarreguemines. Après 1 heure de dialogue, la responsable du réseau Éducation sans frontières ressort plutôt satisfaite. Écoutez, on a été écoutés, ce qu'on a été entendu, je l'espère. Mais de toute façon, monsieur le sous-préfet a été très attentif à tout ce qu'on a dit, il a pris des notes. Et donc, il a pris l'engagement de nous contacter et qu'on pourrait refaire le point sur tous les dossiers. Donc, on part avec de l'espoir. Pour cette manifestation nationale, toute l'Assemblée se rend à Saint-Avold puis à Metz, où elle sera reçue par le préfet. Les Lilas, inaugurés avant le printemps. Une étape symbolique du vaste plan de restructuration lancé dès la fin 2002 dans le cadre du projet d'établissement du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. Discours et visite des lieux par les officiels et les invités, suivi de la remise symbolique des clés à la maîtresse des lieux, le médecin-chef du 3e service. Lila 1 est mort, vive Lila 2. Les Lilas constituent le 3e secteur de psychiatrie adulte, une unité d'hospitalisation du CHS qui accueille les patients du secteur de Forbach. Les pavillons sont en effet attribués selon le secteur géographique et regroupent les différentes pathologies de psychiatrie. Le 3e secteur est désormais un espace global qui met en liaison l'unité d'hospitalisation et l'unité médico-administrative. L'unité d'hospitalisation comprend au rez-de-chaussée un secteur sécurisé pour des malades en phase aiguë dont la plupart font l'objet d'un placement sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Au premier étage, les 23 lits répartis dans les 18 chambres du secteur hébergement accueillent les patients en hospitalisation simple ou libre. Des pièces lumineuses, aux couleurs chaudes, complétées par des espaces de vie sociale. On est bien loin des vieux clichés d'un asile. On arrive à faire la démonstration que la psychiatrie, si vous voulez, c'est du médical, que les pathologies psychiatriques, si vous voulez, méritent d'être prises en compte dans des conditions hôtelières dignes de ce nom. Vous savez que les hôpitaux psychiatriques ont de gros problèmes au niveau, souffrent de problèmes de vétusté et parce que l'hôtellerie n'est pas adaptée. Je crois qu'on a fait la démonstration aujourd'hui qu'on peut, si vous voulez, avec des moyens, si vous voulez, tout à fait classiques, réhabiliter des pavillons d'hospitalisation dans de très très bonnes conditions. Les travaux pour le seul pavillon des Lilas atteignent un montant de 2,5 millions d'euros. Le programme complet de restructuration du CHS coûtera lui 20 millions d'euros. Un montant qui réunit 40% d'autofinancement et 60% d'emprunt. Pas de subvention ni d'aide spécifique, il s'agit des moyens propres de l'établissement. Après les Glycines et aujourd'hui les Lilas, c'est au tour de la Roseraie de faire peau neuve d'ici la fin de l'année avec une extension de 12 lits. Suivront bientôt les pavillons des Acacias et Charcot. Le CHS prévoit une série de travaux jusqu'en 2010 dans l'ensemble des secteurs de psychiatrie adulte et des UMD, les unités de malades difficiles. Seule la restructuration d'un secteur pour les polyhandicapés adultes n'est pas encore définie. Depuis février 2005, cette compétence revient au Conseil général qui planche à l'heure actuelle sur un grand projet. Une structure qui serait construite par le CHS, gérée par le CHS dans le futur, donc complètement sous la coupe et sous la direction du CHS, mais éloignée, décentralisée en quelque sorte. Mais ce projet n'en est pour le moment qu'au stade de la réflexion. Les polyhandicapés adultes devront donc patienter. Un accident rarissime et très impressionnant. Jeudi dernier, lors d'une manœuvre, un convoi tracté par 2 locomotives de tête heurtait violemment une douzaine de wagons stationnés sur une voie de tiroir.
L'engin de tête pulvérisé et 2 wagons renversés bloquaient la ligne Sarreguemines Beach pendant plus de 24 heures. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Le conducteur, légèrement blessé, a fait savoir qu'il allait mieux, même s'il reste encore très choqué. Une enquête interne rapidement menée isole les causes de l'accident. Le thème de la manœuvre, ça consistait à tirer une rame de 11 wagons qui stationnaient sur la voie 5, une rame chargée, qui faisait à peu près 950 tonnes, avec 2 machines diesel en tête, de tirer cette rame en direction du tiroir qui se trouve ici, et ensuite de refouler cette rame sur la voie 11 de façon à dégager la voie 5, parce qu'il faut savoir que là, habituellement, stationnent des rames voyageurs la nuit. Alors, l'événement marquant et puis perturbateur de cette manœuvre, c'était la présence sur le tiroir de wagons en stationnement, alors que ce tiroir, normalement, est libre. L'équipe de manœuvre de l'après-midi a eu information de cet état de fait, mais dans la précipitation, puisqu'il a fallu faire vite pour livrer les wagons à notre embranché, les 3 personnes qui composaient cette manœuvre ont complètement perdu de vue la présence de ces wagons. Donc, comme la rame était lourde et que la voie de tiroir est ce que nous on appelle une voie de bosse qui monte, le conducteur a eu pour souci d'accélérer fortement pour pouvoir négocier cette montée et dégager les aiguillages qui étaient derrière. En faisant cela, il a donc regardé vers l'arrière parce qu'il fallait guetter le dégagement des aiguillages. Et en faisant cela, donc, il ne regardait plus en direction de la rame en stationnement, mais regardait au contraire vers l'arrière. Et donc, c'est en pleine accélération qu'il est entré en contact avec le premier véhicule. Les équipes de relevage de Metz interviennent rapidement. Malgré un temps pluvieux et froid, 3 équipes se relaient durant toute la nuit pour dégager la voie. L'enquête interne menée par Claude Philippe a pour but de déterminer les responsabilités, mais aussi de trouver des pistes d'amélioration. Généralement, un accident de ce type n'arrive jamais seul. Il y a toujours un empilement d'événements qui font que tous les événements associés font l'accident. Si on vous en retirez un, il ne se produira pas. Donc on va réfléchir à chaque phase de la manœuvre, savoir qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour éviter de rentrer dans un cas de figure comme celui-là. Donc, d'ailleurs, on prend tout de suite les mesures immédiates qui nous semblent correctes, c'est-à-dire, par exemple, ne pas occuper cette boîte tiroir, sauf cas de force majeure, mais on essaiera de ne plus le faire du tout. Mais on peut aussi agir sur le thème de la manœuvre. Est-ce qu'il faut obligatoirement déplacer des wagons aussi lourds? Est-ce qu'on ne peut pas revoir les choses autrement, etc. Il y a tout un travail de réflexion qui est fait derrière. Le choc, à 28 km/h, aura entièrement pulvérisé une locomotive et renversé 2 wagons. Reste maintenant à découper la machine qui ne peut être déplacée, évacuer les débris et réparer une 50aine de mètres de rails totalement déformés par le choc. Le piano, ça me donne l'impression de partager la vie de chaque compositeur. À chaque fois que je joue un morceau de Chopin, par exemple, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Si jamais je fais une faute, j'ai peur qu'il me tape. Jonathan Fournel est un surdoué du piano. À 12 ans, il a déjà remporté plusieurs grandes récompenses, telles que le premier prix au concours Laval-Malais ou encore le premier prix Excellence au concours musical de France. Le piano, une passion qui est née dès son plus jeune âge. Quand j'étais petit, je pianotais un peu sur le piano, puis un jour j'ai demandé à mon père de m'inscrire au conservatoire à Sarreguemines. Puis j'ai été élève de Marianne Henry. Et après, elle m'a fait passer des tests pour aller au conservatoire à Strasbourg. Et après, à Strasbourg, ça se passait vraiment mal parce que la prof, elle m'a fait descendre de, je ne sais plus combien de degrés, mais elle m'a fait descendre de quelques degrés. Jonathan consacre 5 à 6 heures par jour à sa passion tout en suivant sa scolarité par correspondance. Un emploi du temps chargé pour ce jeune prodige qui a déjà donné de nombreux concerts à travers la France. Pour Jean Micot, son professeur de piano, il fait preuve de beaucoup de talent.
Il a ses capacités intellectuelles considérables et il a des capacités manuelles au point de vue mécanique également considérables pour son âge. Et il a un grand goût de la musique et il est très, très curieux. Il a le désir de connaître beaucoup de choses, et ce qui est très important, et non pas, il ne veut pas se contenter de faire le petit singe savant, ce qui est souvent le cas des enfants prodiges, mais il a une curiosité sur la musique. Le jeune musicien donnera un grand concert le samedi 4 mars au Centre d'animation culturelle de Forbach, dont les bénéfices seront reversés à l'association Erda en faveur des enfants défavorisés de Manille. Ça me fait très plaisir que ce soit pour ces enfants-là, car moi j'ai beaucoup plus de chance que eux quand même, puisque moi je joue sur des pianos, et puis j'ai plein d'autres choses que eux ils n'ont pas. Pour ce concert, Jonathan interprétera 18 œuvres de compositeurs tels que Chopin, Buson ou encore Liszt. L'intégralité sera enregistrée et lui servira pour l'inscription à son prochain concours à Toronto.